matinale Top 5, 7h30, 8h30, à la volée. Et aujourd'hui, à la volée, nous sommes très heureux de recevoir Renaud Bochart. Bonjour Renaud Bochart. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, et cela d'autant plus que vous avez un sacré décalage horaire puisque vous êtes sur place aux États-Unis. Quelle heure est-il chez vous ? Il est un peu plus de 3 heures. Oh là là, c'est vraiment pas la bonne heure, hein. C'est l'heure où on a vraiment envie de dormir. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, et on revient avec vous là. Moi, je précise que vous êtes avocat et fondateur du Substack Les Chroniques Grégoriennes, auteur de Christopher Lasch, Un populisme vertueux aux éditions Michelon. Et je voulais absolument revenir avec vous. C'est pour ça que je suis très heureuse que vous soyez là avec nous, malgré cet horaire terrible et nocturne, sur cette procédure d'impeachment contre Joe Biden, dont on ne parle absolument pas en France. Je ne sais pas quel est l'écho aux États-Unis, vous allez nous le dire. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que donc, le Congrès américain a approuvé mercredi dernier l'ouverture formelle d'une enquête en destitution de Joe Biden, motivée par les affaires controversées, notamment de son fils à l'étranger. Les conservateurs, qui sont majoritaires à la Chambre des représentants depuis janvier dernier, accusent notamment Joe Biden d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama. Donc, c'était de 2009 à 2017, pour permettre à son fils, Hunter Biden, de faire des affaires douteuses, on va dire, en Chine et en Ukraine. On en a déjà parlé de ce qui se passait en Ukraine, mais ça revient, voilà. Joe Biden a menti de façon répétée au peuple américain. Voilà l'accusation du chef de la commission d'enquête de la Chambre, James Comer, depuis l'hémicycle. De son côté, le président américain, les démocrates, évidemment, le fils Hunter Biden, nie les accusations en bloc. Les républicains, en réponse de Joe Biden, les républicains choisissent de perdre leur temps avec une combine politique sans fondement. Voilà sa réponse, au lieu de travailler à rendre meilleure la vie des Américains. Leur priorité est de m'attaquer avec des mensonges. Voilà un peu où nous en sommes. Je voudrais savoir surtout le fond de cette affaire, en fait, Renaud Bochart. Est-ce que ça peut mener quelque part ? Pourquoi un tel silence autour de cette procédure ? Et puis, est-ce que ça veut dire aussi que les lignes bougent malgré tout, au fond, et que on va dire, Joe Biden est inquiété, il sera inquiété peut-être pour une prochaine élection, mais s'il est inquiété pour une prochaine élection, est-ce que c'est pas finalement une bonne chose, même pour les démocrates, puisqu'il n'est pas un très bon représentant ? Voilà toutes les premières questions qui se posent. Oui, alors d'abord peut-être le fond de l'affaire. En fait, comme vous l'avez annoncé, ça concerne en fait des activités assez louches de la famille Biden, non seulement son fils Hunter, mais aussi son frère, jusqu'à sa nièce, etc. En fait, la famille Biden avait créé tout un ensemble de sociétés écrans qui permettaient de toucher un certain nombre de sommes importantes. En fait, on parle de quand même des montants de plusieurs de 12 à 15 millions de dollars qui ont afflué vers la famille Biden, y compris vers une nièce qui avait 3 ou 4 ans en fait à l'époque d'un déversement. Enfin bon. Le fond de l'affaire porte sur la question de savoir si il existe une preuve d'un enrichissement personnel de Joseph Biden. Et je rappelle quand même que toutes ces activités portent sur la période pendant laquelle Biden était vice-président, donc pendant l'administration Obama. Quant à l'ouverture d'une enquête officielle, ce qu'on appelle inquiry en fait, par la Chambre des représentants, avec un vote en fait sur des lignes très partisanes, où en fait la très courte majorité républicaine a voté en faveur de l'ouverture de cette enquête, c'est pas vraiment une information d'envergure, puisqu'on n'est pas dans l'ouverture formelle d'une procédure d'impeachment qui correspondrait à la rédaction d'un acte d'accusation sur lequel la Chambre des représentants, qui est en fait l'autorité de poursuite, serait appelée à se prononcer. En fait, là, on est seulement dans la première étape, c'est ce que vous nous dites. On est dans l'inquiry, donc dans l'enquête, avant d'arriver à la procédure. Oui, on est dans une étape d'enquête, en fait. Donc alors, ce qui est important dans cette ouverture d'enquête, c'est que ça donne à la Chambre des représentants la possibilité d'utiliser ses pouvoirs
notamment afin de convoquer des témoins, d'entendre des témoins, ce qu'on appelle le pouvoir de subpoena, qui est un pouvoir quasi judiciaire, comme le pouvoir d'adresser des convocations, en fait. Donc, ça, c'est assez important. L'autre fait important dans cette ouverture d'une enquête formelle par la Chambre des représentants, c'est que de mémoire récente, en fait, toutes ces ouvertures formelles d'enquête ont été suivies par une procédure formelle d'impeachment. Oui. Mais je dirais, est-ce qu'on vit vraiment dans des temps normaux? Oui, c'est une bonne question. Oui. Donc, c'est à la fois une information importante et à prendre avec des pincettes. Tant qu'on n'a pas d'ouverture formelle d'une procédure d'impeachment, qui n'a d'ailleurs aucune chance d'aboutir au Sénat, puisque il y aurait 2/3 du Sénat pour un jugement, cette fois-ci, condamnant Biden. Donc, bon, je pense que c'est tout de même un petit peu prématuré de s'inquiéter de ça. En revanche, vous avez raison d'évoquer le contexte très particulier de cette élection qui se profile. Oui. Je rappelle qu'on est à 1 mois des premières primaires. Je rappelle que Biden fait l'effet d'une candidature, la candidature indépendante la plus forte depuis Ross Perot avec Robert F. Kennedy Jr. Je rappelle que Biden est dans les sondages dans une situation très, très périlleuse dans tous les États pivots, avec Trump, dans certains États, une avance de 10 points ou plus. Je rappelle en même temps qu'on est dans un contexte aussi où tout a été fait pour arrêter le train Trump. Et à 1 mois de la première primaire, rien ne se profile de ce côté-là. Et effectivement, on voit ici et là dans la presse mainstream des articles de démocrates influents qui disent que Biden commence à devenir un sérieux handicap pour le Parti démocrate. Et c'est pour ça que c'est intéressant, en fait. On se demande si c'est pas un jeu à plusieurs bandes où finalement, bon, bah, voilà, on a l'impression que les républicains jouent leur jeu et lancent cette procédure d'inquiry. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses quand même à dire derrière la famille Biden, notamment ces sociétés donc, qui ont été montées, et on en avait déjà parlé, en Ukraine. Voilà. Mais derrière, il est possible aussi que finalement les démocrates soient ravis, et c'est là que c'est intéressant, qu'on se débarrasse de comment dire, de cette, comment je peux dire ça, de cette marionnette sénile qui ne remplit plus son rôle. Donc, et qui sera gentiment remplacée par une nouvelle, non, vous pensez pas? Ah ben ça fait depuis quand même déjà un certain temps qu'on entend dire, que une bonne partie en fait des soutiens influents du Parti démocrate souhaiteraient en fait notamment le remplacer par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, entre autres d'ailleurs, et d'autres noms qui circulent, même Hillary Clinton encore une fois. Ah oui, qui revient à chaque fois, oui. Mais pour l'instant, rien ne s'est passé de significatif et on est quand même à une échéance qui se rapproche. Moi, je pense que, si je devais faire un pronostic, je pense qu'il ne sera pas effectivement le candidat démocrate. Il y a plusieurs possibilités, notamment lors de la convention démocrate à l'été prochain, la possibilité de désigner ce qu'on appelle un dark horse candidate. Qui serait un candidat qui ne serait pas passé par l'investiture des primaires, un candidat de consensus, en fait, un petit peu comme la désignation des principaux présidentiables se passait en France avant l'expérimentation des primaires. Oui. Mais là-dessus, je pense que de toute façon, on rentre dans une année électorale extrêmement périlleuse. C'est la première année électorale de l'ère de l'intelligence artificielle. C'est la seconde élection de l'ère de la guerre contre la désinformation, de la guerre contre le terrorisme domestique qui consiste à traiter la population américaine rétive
au party state, hein, la fusion de l'État et du Parti démocrate, comme des terroristes. Oui, nous rentrons dans une année très, très, très anxiogène. Et d'ailleurs, j'en profite pour l'annoncer, nous serons très heureux de vous recevoir régulièrement pour pouvoir suivre ce qui va se passer aux États-Unis au fur et à mesure et dans l'avancée de cette année cruciale pour les Merci Américains. infiniment. Alors, continuons parce qu'il y a d'autres éléments quand même qui se sont passés, enfin d'autres actualités importantes aux États-Unis qui nous permettent de comprendre un peu les frémissements justement de cette bascule électorale ou en tout cas idéologique. Et d'abord, il y a une résolution bipartisane du Congrès américain le 16 décembre dernier qui appelle les responsables américains à abandonner les accusations portées contre Julian Assange. Ça fait quand même un dossier qu'on suit, nous, depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut imaginer que Julian Assange, qui est aujourd'hui donc condamné à 175 ans de prison par les Américains, pourrait être un jour libéré? Non, il n'est pas condamné, il est poursuivi sous le fondement de l'Espionnage Act, mais donc il y a une sorte de condamnation par contumace, mais contre laquelle il pourrait en fait demander un véritable procès s'il était extradé. L'affaire Assange, en fait, c'est un vieux serpent de mer. Il faut quand même se rappeler un petit peu de l'historique de ce qui s'est passé à propos de Julian Assange, où en fait Obama avait décidé de ne pas poursuivre Julian Assange à l'origine. Et c'est Trump, c'est l'administration Trump en fait qui a engagé des poursuites contre Assange sur le fondement de l'Espionnage Act, ce qui est d'ailleurs assez ironique puisque Trump lui-même se retrouve poursuivi sur le fondement de l'Espionnage Act. On va en parler, oui. C'est une des multiples poursuites contre Trump. Donc, Biden a continué en fait la même politique que celle de l'administration de Trump, à poursuivre, rechercher l'extradition de Julian Assange. C'est la deuxième en fait résolution adoptée, la deuxième résolution proposée en fait à la Chambre des représentants. La première avait été faite à l'initiative de Thomas Massie, le représentant républicain du Kentucky, et de l'excellente Tulsi Gabbard, qui avait été candidate aux primaires démocrates en 2020. Non, c'était en 2016, pardon, Tulsi Gabbard, lorsque Hillary Clinton a été la candidate démocrate. Donc, cette nouvelle initiative, cette nouvelle résolution de 16 parlementaires de la Chambre des représentants, elle est intéressante, elle n'a aucune chance d'aboutir, mais elle est intéressante parce qu'elle est portée par un certain nombre de personnes a priori inconciliables. On y retrouve notamment la fameuse Marjorie Taylor Greene, qui est considérée comme la plus radicale en fait des parlementaires républicains. Et plus à gauche, on retrouve Ilhan Omar, qui est la première parlementaire américaine d'origine somalienne et qui est considérée comme qui faisait partie de ce qu'on a appelé le Squad, en fait, qui sont ce groupe de femmes considérées comme étant en fait le fer de lance de la gauche radicale à la Chambre des représentants. Donc c'est je dirais le seul aspect véritablement intéressant de cette résolution qui, encore une fois, malheureusement, n'a aucune chance d'aboutir. Alors, autre sujet très fort et qui est, pour le coup, celui-là, beaucoup revenu jusqu'à nous, c'est l'audition des présidents d'universités dites d'élite. Donc, je rappelle que lors d'une audience de premier plan qui a eu lieu au Congrès américain la semaine dernière, mardi dernier, dans la soirée, les présidents de 3 des plus grandes universités du territoire américain, Harvard, UPenn et MIT, ont refusé de sanctionner par principe les appels au génocide des Juifs. C'est une question de contexte, disait-elle à chaque fois, et ça a évidemment suscité un tollé. Et pourquoi c'est pourquoi après il y a eu des réactions et même l'une des présidentes de l'université de Pennsylvanie, Elizabeth McGill, a démissionné. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu aussi sur cette actualité qu'on a peut-être on a du mal à comprendre
enfin le pourquoi du comment comment on est arrivé à une, d'abord à cette audience et puis à un tel déni des présidentes d'université. Il y a beaucoup de choses intéressantes à démêler dans ces auditions. D'abord, le fait qu'on retrouve 3 femmes, y compris une femme noire, Claudine Gay, qui maintenant d'ailleurs est sous l'accusation de multiples plagiats. Et donc, on voyait très très bien quand même les universités pratiquent l'affirmative action et en fait maintenant on voit qu'il y a quasiment plus que des femmes qui sont des présidents d'université et notamment des femmes issues de la diversité. Donc ça c'est un point. Ensuite on retrouve quand même cette hypocrisie des présidents d'université qui tout d'un coup se transforment en champions de la liberté d'expression alors que les universités sont le fer de lance de la cancel culture. C'est quand même très problématique sur le plan de la liberté d'expression. Je rappelle que dès qu'il y a une personnalité qui ne serait pas alignée en fait sur la ligne du Parti démocrate qui vient s'exprimer dans une université, et les manifestations pour empêcher en fait ces personnes de s'exprimer. Donc tout d'un coup, ah oui, la liberté d'expression c'est important. Donc ça c'est ce qui a provoqué le tollé. Mais le fond de l'affaire, ce qui est le plus intéressant dans ces auditions, outre le fait que la présidente de Penn a démissionné et qu'il y a un grand nombre de demandes pour que les 2 autres présidentes de l'université du MIT et de Harvard fassent de même, notamment la présidente d'Harvard avec ses histoires de plagiat, qui sont quand même assez, c'est du lourd. C'est du lourd, oui. Et les accusations de plagiat. Donc, on retrouve l'aspect le plus important, c'est la réaction en fait des principaux donateurs. Il faut savoir que un grand nombre des donateurs des grandes universités américaines de la Ivy League sont par ailleurs des multimilliardaires, souvent d'origine juive. On a une véritable fronde des donateurs contre les universités qui, en fait, disent simplement on arrête de faire des donations à notre alma mater, donc à les universités qu'ils ont fréquentées. Harvard a quand même perdu $1 milliard de donations en quelques jours. C'est considérable. C'est-à-dire qu'on peut comprendre les donateurs qui disent je suis en train de nourrir une idéologie qui va contre ma propre personne. Donc ça peut, parce que ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël, les actes antisémites dans ces universités ont augmenté. Oui, c'était déjà une tendance à l'œuvre, mais effectivement, ça a une tendance à s'amplifier depuis les événements du 7 octobre. Oui. Mais pour revenir à la question des donateurs, en fait, le point le plus important, ça a été notamment une lettre de Bill Ackman, qui est un dirigeant de hedge fund, en fait, un des Américains les plus riches, qui est un alumni de Harvard University, qui a envoyé en fait une lettre à Claudine Gay, la présidente d'Harvard, en lui demandant de carrément remettre en cause en fait toutes les politiques de diversity, equity and inclusion. Alors, sachant que Claudine Gay a créé en fait le bureau de diversity, equity and inclusion, et Ackman demandait en fait soit qu'on ait un bureau de diversity, equity and inclusion qui en fait intègre, qui agit pour le bénéfice de tout le monde, y compris d'ailleurs des personnes blanches qui pourraient être inquiétées
en raison de leur culture, et de leur couleur de peau, enfin, a fortiori. Et la réponse de Claudine Gay était intéressante. Elle a dit, en fait, on peut faire une exception. Il n'est pas question d'intégrer, par exemple, les Asiatiques et les Indiens et a fortiori les Blancs, dans les catégories protégées par l'Office of Diversity, Equity and Inclusion, mais on peut faire une exception pour les étudiants juifs. Ah oui, d'accord. C'est le fameux carve-out. Et Ackman a répondu non, ça n'est pas possible. Donc en fait, en demandant tout simplement que l'Office of Diversity, Equity and Inclusion soit supprimé, purement et simplement. Donc c'est vraiment une remise en cause. Ah oui, total. Non, mais en fait, c'est assez, c'est très important parce que là, c'est toute l'idéologie, on va dire wokisme pour utiliser un terme à la mode, mais qui est pas forcément, en tout cas, de discrimination positive de certaines communautés, etc., qui est balayée là. Oui, et dans son cœur en plus, parce que il faut savoir que tous ces Office of Diversity, Equity and Inclusion, c'est en fait l'institutionnalisation de ce qui est appelé en France le wokisme dans l'université, le gouvernement et les entreprises. Oui. C'est là-dessus, si on commence en fait à avoir une remise en cause de cette institutionnalisation en son cœur, c'est-à-dire l'université, ça peut avoir de très grands effets sur le reste des institutions. Donc, c'est en ça que la question est importante. C'est très intéressant et encore un petit élément à souligner dans ce que vous avez dit, mais qu'on peut mettre en parallèle avec d'autres actualités, le fait que finalement ce sont les grands donateurs, donc les grands financements qui vont signer peut-être le signal, enfin l'arrêt de cette politique communautariste, etc. Puisque refusant de financer, ça met un coup d'arrêt à ces politiques. Et ça me fait penser, moi, qu'il y a peu de temps, on a appris que le patron de Disney, enfin des chaînes Disney, a expliqué à ses scénaristes, bon, maintenant il faut arrêter de faire du wokisme, de l'intégration woke, diversitaire, etc., puisque ça nous fait perdre de l'argent. Et il est temps de revenir à de vrais scénarios, a-t-il dit quelque chose comme ça. Donc ça prouve quand même que l'argent, c'est quand même encore une fois le nerf de la guerre. Derrière des combats politiques, il y a le fait que si on arrête de financer, ces politiques de discrimination positive s'arrêtent. Et ce sera peut-être une bonne nouvelle aussi. On cherche quelques bonnes nouvelles avant Noël, maître Renaud Bochart. Oui, on peut toujours en prendre quelques-unes. Oui. Et alors, dernier élément que je voulais voir avec vous, justement, vous parliez de la procédure, des différentes procédures contre Donald Trump. Eh bien, vous souhaitiez revenir sur la prise du Capitole du 6 janvier 2021, sur le fait que mercredi dernier, encore, beaucoup d'actualités, la semaine dernière, la Cour suprême a annoncé qu'elle allait revenir sur l'affaire, sur l'arrêt États-Unis contre Fisher. Voilà, vous allez nous expliquer pourquoi. En fait, alors, c'est une poursuite qui s'appelle États-Unis contre Fisher, en fait. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnes qui étaient présentes, et même d'ailleurs de gens qui étaient même pas en fait à Washington au moment du 6 janvier, mais qui ont été accusés d'avoir participé à l'organisation des événements du 6 janvier, qui se retrouvent poursuivis. La prise du Capitole. La prise du Capitole, et qui se retrouve poursuivi sur le fondement d'un texte qui a été réutilisé, qui est un texte de droit pénal des affaires, en fait, qui a été adopté dans des suites de l'affaire Enron, lorsque les dirigeants d'Enron, en fait, avaient détruit une quantité innombrable de preuves des agissements frauduleux, corrompus au sein d'Enron. Et c'est un texte qui punit de jusqu'à 15 ans de prison pour la destruction de preuves. Alors, ce texte a été utilisé, en fait, puisqu'à l'origine, on est dans de la criminalité financière, de la criminalité en col blanc. Donc, on ne voit pas très bien quel est le rapport entre les activités
les événements du 6 janvier et le droit pénal des affaires. Mais le cœur de cet article, c'est qu'il prévoit jusqu'à 20 ans de prison pour la destruction illégale de preuves dans les cas où quelqu'un corrompt, obstrue, influence ou entrave une procédure officielle ou tente de le faire. Alors, ce qu'a fait le département de la justice, c'est de dire que les assaillants du Capitole, oui. Les mutins du Capitole, en fait, tentaient d'obstruer une procédure officielle qui était la procédure officielle de confirmation des votes de l'élection de novembre 2020. Donc, les procureurs du département de la justice se sont saisis de ce texte pour aller poursuivre un certain nombre d'individus. Chose encore plus importante, le procureur ad hoc Jack Smith a utilisé aussi ce texte pour poursuivre Trump dans la procédure relative à l'interférence vis-à-vis des élections. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser, donc on voit bien un dévoiement un peu d'une jurisprudence pour passer comme vous l'avez dit, de criminalité dans le col blanc à ici des accusations qui sont quand même politiques. Quel est l'intérêt pour les accusateurs? L'intérêt, c'est de trouver un chef d'accusation qui permette en fait de poursuivre ces personnes pour des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Parce autrement, ils n'auraient pas eu des peines aussi importantes. Autrement, je crois qu'ils peinaient en fait à trouver des motifs pour poursuivre. Donc, ils ont trouvé cette astuce juridique pour poursuivre à la fois les mutins du 6 janvier et Donald Trump. Et donc, ils sont accusés. Mais chose importante maintenant, c'est dans une des affaires, une cour d'appel fédérale en fait a validé l'interprétation du département de la justice. Là-dessus, un des accusés, des assaillants, a saisi la Cour suprême ce qu'on appelle d'un recours en certiorari, qui est simplement une demande afin que la Cour suprême vérifie la constitutionnalité ou vérifie la validité légale en fait de l'utilisation de ce fondement juridique. La Cour suprême a annoncé qu'elle acceptait de revoir l'affaire. C'est ce qui veut dire qu'au moins 4 juges au sein de la Cour suprême ont pensé qu'il y avait là un motif suffisant de s'exprimer. Ce qui subodore d'une décision, parce qu'en fait, le fondement juridique des avocats à la fois de Trump et des personnes poursuivies sur le fondement de ce texte, et que ce texte est vague et c'est une source en fait d'inconstitutionnalité. En tout cas, l'utilisation de ce texte dans ce contexte sera une utilisation anticonstitutionnelle. Oui, et ça permettra peut-être finalement, à partir d'une mauvaise affaire, de faire éclater la vérité. Je vois ici beaucoup de personnes qui nous disent que quand on regarde, finalement, les vidéos montrent une autre réalité que celle qu'on a souhaité nous présenter. Notamment, on avait l'impression que la police accompagnait par moment même ouvrait au moins les portes de ces mutins du Capitole, comme on dit. Donc, beaucoup de questions encore qui restent en suspens. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot, Renaud Bochart? Dernier mot, c'est que si Ed Lang, qui est notamment l'un des principaux partis au pourvoi en fait devant la Cour suprême, obtient gain de cause, la principale des procédures contre Donald Trump s'effondre. C'est en ça que c'est un développement important.
Parce que, bon, Trump je crois qu'on a 92 chefs d'accusation. Enfin, mais c'est de l'avis des experts considéré comme le fondement le plus sérieux. Ouais. Or, si ce fondement-là s'effondre, les poursuites en tout cas dans ce qui concerne l'interférence dans les élections s'effondrent. Donc, Bah, à ça suivre. veut dire Ouais. à suivre. À suivre, en tout cas, c'est très intéressant. On voit d'un côté Joe Biden mis en accusation, Donald Trump, les procédures pourraient, en tout cas les motifs de l'accusation pourraient s'effondrer. Donc beaucoup de choses à suivre et on sent que ça se tend justement à la venue, à l'arrivée, à l'approche des élections présidentielles américaines. Merci beaucoup Renaud Bochard. Je rappelle que vous êtes Merci, le fondateur du Substack Les Chroniques égrégoriennes et auteur de Christopher Lash, un populisme vertueux aux éditions Michelon. On vous redonnera la parole, on en reparlera à partir de janvier.